Bonjour et bienvenue sur Blogy. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une machine assez atypique, enfin pour le moment. Atypique sur Blogy pour une raison simple, c'est un 13,3 pouces. Atypique sur tout court, tout simplement parce que c'est un Ultrabook. C'est l'Acer AS3951. En fait, on appelle ça l'Ultrabook S3 d'Acer. Donc c'est une machine qui n'est pas sortie. Acer me l'envoie avant l'IFA. Je l'ai quelques heures en fait. Je vais pas avoir le temps de tester tout ce que je veux. Elle repart pour l'IFA et on devrait pouvoir avoir un test plus complet post-IFA. Donc c'est vraiment des images que j'ai le droit de vous montrer après l'annonce officielle d'Acer à l'IFA, donc qui devrait avoir lieu dans quelques jours. Ici, Acer m'envoie une version QWERTY US prototype et encore i7. C'est pas la version qui va sortir en premier en France. C'est une version Core i5 qui sera vendue début octobre à 799 euros. Ça permet de se familiariser avec ce nouveau concept d'engin, donc présenté par Acer, qui est l'Ultrabook. Alors, l'Ultrabook, c'est quoi? C'est avant tout une machine très fine, qui doit, d'après la demande d'Intel qui fournit le processeur, l'Ultrabook c'est que en Intel, hein, qui doit être sous les 1000 dollars, donc les 1000 euros en France évidemment, et qui doit donc logiquement être très fine. Donc pari tenu pour Acer, avec un engin qui est vraiment d'une finesse assez étonnante au vu de ce qu'il embarque. Acer a fait des choix assez sympathiques, mais je vais commencer par vous parler d'un élément assez important, qui est le chargeur, qui pour une fois n'est pas un monstre, qui est plutôt bien fichu par rapport à l'encombrement de la machine. Ça donne un chargeur qui dépasse pas trop. Malheureusement, il est tripolaire, donc la prise qui va avec, elle dépasse beaucoup plus. Mais bon, c'est un mal nécessaire apparemment. Chargeur donc relativement compact, tripolaire, prise assez longue, prise coudée. Ferrite et velcro, donc vraiment une solution tout à fait honorable pour ce type de machine. Il y a de la dock livrée avec, donc là c'est la dock du prototype et en plus en anglais. J'imagine que les docks français seront plus détaillés, etc. Et donc la machine. Alors la machine en elle-même, plusieurs choix faits par Acer, je suppose pour pouvoir tirer le prix également vers le bas. Parmi ces choix, deux importants. Donc d'abord une coque en aluminium sur le dessus, donc très agréable à manipuler, très rigide. Ça donne vraiment un engin qui va être très solide dans le temps, dans la durée, et qui ne prend pas les traces de doigts. Donc c'est assez agréable à manipuler. On a le nouveau logo de l'Acer en passant. Sur le dessous, par contre, on retourne sur de l'ABS. Alors c'est de l'ABS qui n'est pas du tout en toc, hein. C'est vraiment de l'ABS bien épais. Mais c'est de l'ABS, c'est plus du métal, donc c'est pas une solution unibody en aluminium, etc. Ce qui explique aussi peut-être pourquoi la machine sera vendue 799 euros. Et deuxième choix propre à Acer, la marque a préféré intégrer un disque dur et non pas du SSD. Donc au lieu d'avoir 64 ou 128 Go de SSD, on a 320 Go sur un disque dur de 7 mm d'épaisseur. Donc c'est pas le disque dur habituel en 2,5 pouces, c'est un disque dur 7 mm. C'est un choix de la part d'Acer pour fournir en fait plus de stockage qu'une version SSD pour le même prix. Donc ça c'est plutôt au libre choix du consommateur de s'orienter vers une solution SSD ou disque dur. Je suppose qu'il y aura des versions SSD qui vont sortir également, Acer ayant l'habitude de développer ces machines sur de multiples versions. Autre élément, comme vous pouvez le constater, zéro accès à rien du tout, c'est-à-dire que pas d'accès à la mémoire, pas d'accès au disque dur et pas d'accès non plus à la batterie. C'est une batterie Li-Poly, donc ultra plate. Elle est donnée pour avoir 6 heures d'autonomie. Dans la pratique, je pense que ça colle plutôt bien avec la réalité. J'ai pas eu le temps de tester à fond, mais les premiers tests que j'ai pu faire, ça donnait quelque chose de correct. Et donc inaccessible. Dernier élément ici, on voit une paire d'enceintes. C'est une machine qui est Dolby. Et en pratique, je suis assez étonné, elle résonne assez bien. On a un son qui est tout à fait correct pour un engin de ce type, qui est en tous les cas meilleur que la plupart des netbooks. On va faire un petit tour sur la connectique et premier grief contre l'engin sur la connectique. Ceci c'est le port casque de la machine. Alors j'ai rien contre les ports casques, mais ici c'est un casque tout court, c'est pas un casque micro. Alors on aurait pu avoir un casque et un micro sur le côté ou un casque micro unifié. Ici on a juste un port casque et ça va poser un problème, on va le voir après. De l'autre côté, toujours en haut à droite, un lecteur de carte SDHC. Donc classique, habituel, rien de particulier. Sur l'arrière, par contre, des choix qui ont été faits assez intéressants. Donc pourquoi sur l'arrière et pas sur les côtés? Tout simplement parce que c'est l'endroit le plus épais de la machine. Prise d'alimentation, donc là on retrouve l'intérêt du format coudé du bloc, tout simplement pour ne pas gêner
la prise HDMI sur le côté, on peut sortir le câble sur l'autre côté et donc pas avoir de gêne. Donc ça c'est plutôt bien vu. Prise d'Alim. Prise HDMI format standard, donc pas besoin de se balader avec un câble dans la poche au format mini HDMI, HDMI ou quoi que ce soit d'autre, ou micro HDMI. On a du HDMI standard. Ça c'est très bien, ça veut dire qu'on a, on a une solution qui est vraiment universelle pour pouvoir se brancher sur un téléviseur. La machine étant capable de lire de la HD, ça peut se transformer vraiment en une espèce de magnétoscope numérique, jukebox numérique sans problème. 2 ports USB seulement. Alors sur la plupart des netbooks on a 3 ports USB, donc en avoir que 2 c'est un peu dommage, c'est de l'USB 2. Maintenant bon, c'est un choix fait par Acer, donc on a de quoi brancher clavier souris si on veut, ou d'autres accessoires, une imprimante ou quoi que ce soit. C'est possible. Enfin, une ouïe d'extraction d'air chaud. Comme vous avez pu le voir sous la machine, on a zéro trace d'une entrée d'air froid. Donc c'est la seule trace, c'est ici, une extraction d'air chaud. Et donc il nous manque quelque chose sur cet engin. C'est tout simplement son port anti-vol. Moi, c'est un manque pour moi, parce que c'est vraiment un engin qui fait envie. Et un port anti-vol en entreprise, ça aurait été pas du luxe. Alors je sais pas si ceci, qui ressemble à un espèce de porte Dragon peut servir d'antivol, mais en tous les cas, par défaut, on n'a pas l'impression d'avoir une machine très sécurisable. On va l'ouvrir. On va regarder un petit peu ce que nous réserve cette machine. D'abord une réactivité, là j'étais en veille, elle se réveille tout de suite, c'est très agréable. Très bonne réactivité. Écran 13,3 pouces, 1366 par 768. C'est un bon écran, la luminosité est très correcte, les couleurs sont tout à fait correctes également. C'est pas du très haut de gamme, c'est une dalle TN, hein, donc ça se voile sur le noir dès qu'on se baisse un petit peu. Sur les côtés c'est un peu plus correct, hein, donc c'est une bonne dalle TN mais sans être exceptionnelle. Par contre les bords sont très fins, c'est un écran qui est assez agréable à utiliser. Le souci de l'écran n'est pas dans l'écran, il est dans la charnière qui est un petit peu lâche. Voilà, donc ça c'est typiquement ce qui est insupportable pour moi quand je travaille en extérieur, à une terrasse de bistrot. C'est l'écran qui vibre quand on va utiliser sur un support qui n'est pas fixe. Quand vous êtes sur un support fixe, un bureau, vous avez bloqué votre écran, vous commencez à pianoter dessus, ça bronche pas. Par contre, si vous êtes sur quelque chose qui bouge beaucoup, là, ça va poser problème. Donc c'est un petit détail, mais c'est un petit détail qui peut poser des soucis à beaucoup de nomades. Deuxième chose qui me gêne, donc il y a une webcam ici, une webcam tout à fait standard, classique, qui fonctionne bien. Par contre, ce qui me gêne, c'est la position du micro. On a vu qu'on avait un port casque, mais pas d'entrée micro. Le seul micro de cette machine, il est ici, en haut à gauche. Et donc, on a la seule option pour s'enregistrer. C'est des micros qui fonctionnent bien, mais c'est des micros qui empêchent tout à fait, enfin, à mon sens, par respect pour la personne qui vous écoute, ce qui vous empêche d'utiliser le clavier. C'est-à-dire que si vous pianotez en même temps que vous parlez, le micro enregistre aussi vos, même si le clavier est relativement silencieux, on le verra après, s'il enregistre aussi vos pianotements. Non seulement il enregistre vos pianotements, mais vos mains vont gêner, tout simplement, si vous vous mettez en position normale par rapport à ce type d'engin, vont gêner le passage de la voix jusqu'au micro. Et donc le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir un casque micro qu'on va brancher là-dessus. La seule solution, c'est un micro USB. Et donc c'est un investissement supplémentaire. Ça me gêne un petit peu, c'est un raté à mon avis sur cette machine. Ça n'aurait pas coûté grand chose de mettre une prise micro-casque. Le clavier est très bien. Alors j'ai vraiment un seul problème avec ce clavier, c'est les touches fléchées qui sont comme d'habitude trop petites. Pour le reste, c'est vraiment un très bon clavier avec des choses assez malines. Ici c'est la version QWERTY, hein. Version QWERTY, donc on n'a peut-être pas le même agencement ici, mais ici celui-ci, s'il est conservé, il est vraiment très bon, avec cette touche entrée qui a été coupée pour rajouter cette touche supplémentaire pour pouvoir aller chercher cette clé avec une combinaison. Donc ça fait vraiment une belle position, un beau positionnement de touche, tout est bien placé, c'est du chiclette, il est très agréable à manipuler. Il faut vraiment taper comme un dingue pour avoir du son. C'est un clavier qui est très silencieux, très agréable. Touche contrôle bien placée, shift plus large, caps lock, etc. Peut-être la majuscule aurait mérité d'avoir une petite lettre supplémentaire pour indiquer qu'on était en clavier en majuscule. Bon, c'est des détails. Vraiment à la frappe, j'ai fait quelques essais. À la frappe, ça donne quelque chose qui est très agréable à manipuler. On peut pianoter très longuement là-dessus, on peut écrire un roman avec cette machine, je pense, sans qu'elle bronche et sans qu'on ait des crampes aux doigts. Le pavé tactile est également bien trouvé, alors j'avais des craintes.
J'avais des craintes parce qu'il n'a pas de bouton. Il est multitouch, etc. Il est très beau, très large, vous pouvez regarder par rapport à ma main. Je peux glisser 4 doigts, il n'y a vraiment pas de souci. Mais il n'y a pas de bouton. En fait, les boutons sont sur la surface basse du pavé tactile. On a le clic gauche et le clic droit. Donc c'est une question d'habitude, mais finalement ça fonctionne plutôt très bien. Et on arrive à les manipuler avec le pouce en pianotant, c'est-à-dire qu'on peut vraiment aller faire un clic sans problème. C'est une question d'habitude. L'avantage étant qu'on a une zone tactile, parce que les boutons sont sous cette zone tactile, donc on peut vraiment utiliser même la partie la plus basse. Et donc cette zone tactile est vraiment très large, on navigue très facilement dans l'ensemble de la machine. Les repose-poignets, donc toute la partie basse est en ABS, hein. Les repose-poignets sont très profonds et c'est vraiment super confortable. Ça, niveau frappe, c'est vraiment un très bel engin. Autre point intéressant, c'est qu'elle ne fait pas de bruit. La machine en marche pour surfer ou pianoter, etc., pour des usages basiques, ne fait absolument aucun bruit. La ventilation, je suppose qu'elle passe donc par les touches du clavier pour être recrachée vers l'arrière, mais là le ventilateur n'est pas en marche, donc c'est vraiment plutôt pas mal pour un Core i7, ça fonctionne bien. J'aurais pas le temps de tester des applications, je la rends en moins d'une heure là la machine, donc j'aurais pas le temps de tester des applications très lourdes, mais elle a du répondant sur le peu que j'ai pu essayer sur du flash, etc. Elle a vraiment du répondant, ça fonctionne plutôt pas mal. On va aller regarder un petit peu ses performances rapidement. Et en fait, on se remarque comme d'habitude, c'est un chipset HD 3000 de chez Intel avec le Core i7. C'est ça qui grève la note à 4,6 et en fait c'est la note Windows qui grève à 4,6. C'est-à-dire qu'on a le processeur qui donne une note de 6,9. La mémoire est à 5,9, donc la desktop aéro performance de Windows est à 4,6, la note de jeu 3D, etc. est à 6,1 et le transfert disque à 7,6. Donc c'est en fait la note de 4,6, c'est vraiment la note de Windows qui donne quelque chose d'assez inférieur. J'aurais bien aimé avoir le temps de tester vraiment plus profondément la machine, même si c'est un Core i7 et pas un Core i5. J'aurais pas le temps, c'est dommage, mais on sent qu'elle a en tous les cas du répondant aux diverses demandes qu'on peut lui faire. C'est un engin qui est très réactif. Si je dois résumer, c'est pas l'engin le plus léger du marché, même s'il est plus léger que le HP DM1 par exemple, il fait 1,4 kg. Très bel écran, assez agréable à utiliser, donc lecture de la HD sans souci, etc. Très bon clavier, très bon pavé tactile. Regret, pour ma part qui utilise beaucoup de la vidéoconférence, regret du micro, regret de cette charnière un petit peu lâche, et regret aussi du manque d'ouverture de l'engin, mais ça c'est propre aux ultrabooks. Si vous êtes intéressé pour un ultrabook, malheureusement je crois que vous n'aurez pas le choix. Voilà, donc c'est un engin assez polyvalent qui n'est pas censé remplacer un PC de bureau ou un gros portable, mais vous apporter du confort et de la réactivité en nomadisme. Vraiment, c'est un engin avec lequel vous allez pouvoir faire du montage vidéo, vous allez pouvoir faire de la retouche photo, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Tout en ayant un poids d'1,4 kg, donc qui ne sera pas trop lourd et qui non plus n'aura pas n'aura pas de conséquences, on va dire, dans votre bagage. Vous pouvez glisser un engin de ce type-là entre deux dossiers. C'est pas ça qui va vous prendre énormément d'espace. Donc voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur cette machine. Elle sort donc début octobre, elle a coûté 799 €. Elle est vraiment très belle. C'est un nouveau genre d'engin. J'espère que l'avenir nous fera rejoindre un petit peu les ultrabooks et les netbooks avec des machines plus performantes de ce type-là. J'attends les versions 11,6 pouces de ce type de machine avec beaucoup d'impatience. En attendant, voilà, c'est une solution qui pourrait intéresser beaucoup d'entre vous qui ne voulaient pas vous balader avec un 15 pouces de 2,4 kg. Là, c'est 1 kg de moins, avec des performances équivalentes, moins de fioritures, mais peut-être l'essentiel pour pouvoir travailler dans des conditions confortables sans avoir à se casser l'épaule toute la journée. Voilà, à bientôt.